Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission, le Talk, consacrée au décryptage des faits d'actualité au niveau national et international. Pour ce premier numéro, sur ce plateau, je suis en compagnie de Ernest Blanchard-Dimy du journal Le Patriote. Bonjour Blanchard. Bonjour Franck. Alors, il est à ma gauche. À ma droite, j'ai Christ-Antoine Walembo. Il est président du Congrès des démocrates africains, en même temps coordonnateur par intérim de la Convention des partis républicains, COPAR. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, bonjour Christ-Antoine Walembo. Bonjour Franck David. Je repars à ma gauche, j'ai Alphonse Ndongo, il est journaliste indépendant. Alphonse Ndongo, bonjour. Bonjour Franck. Bien, au sommaire de l'émission de ce jour, nous allons parler de l'épidémie du coronavirus, état actuel de la route nationale numéro 2. En dernier lieu, la problématique sur le report de l'élection présidentielle de 2021, le problème du candidat unique de l'opposition, dont les partis de l'opposition font parler ces derniers temps. Alors, la révision du fichier électoral, donc la gouvernance électorale, et enfin, le dialogue national inclusif. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, à présent, nous rentrons dans le vif des sujets. Nous abordons en premier le coronavirus, épidémie dangereuse qui a déjà abrégé un nombre important des vies humaines dans le monde, précisément à Wuhan, en Chine. Avant de développer le sujet, je tiens à vous rappeler quelques chiffres importants, sinon publiés jusqu'au 1er février 2020. Le bilan du gouvernement chinois révèle 304 morts, plus de 14 000 cas de contamination, un décès déclaré en Philippines, 20 pays déjà secoués par les cas de contamination du coronavirus, dont les USA avec 8 cas, la France 5. Jusque-là, le continent africain est épargné. Chez nous, il y a un communiqué justement qui circule sur les réseaux sociaux que le gouvernement congolais a pris des précautions de renforcer le dispositif pour prévenir le risque de l'introduction du coronavirus sur le territoire congolais. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, appelle à la vigilance et déclare l'épidémie de coronavirus comme une urgence de santé publique de portée internationale. Donc je tourne vers Ernest Blanchard-Dimy. Êtes-vous inquiet justement du danger de l'épidémie du coronavirus? On ne peut que être inquiété, on ne peut que écarquiller les yeux et ouvrir large les oreilles quand vous avez une situation qui vous laisse entendre que les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de souffrir et vous ne savez pas si dans votre pays ça va arriver. Mais moi, au-delà de tout ce qui se dit, de tout ce qui se trame, je crois qu'il y a une sorte de trop de spéculation, une sorte d'exagération de la portée du sujet avec la surenchère médiatique. Et je pèse bien mes mots. C'est parce que je crois qu'il s'agit plus de la presse, des médias qui font plus peur aux citoyens du monde que la maladie elle-même. Vous voyez? Alors, on ne prend pas assez de temps au niveau de la presse de donner les précautions aux gens, mais on préfère s'agiter autour des contaminations. Non, il y a déjà 100 morts là-bas, il y a déjà 3000 par ici. Alors, mais que doivent faire les populations pour ne pas être exposées au risque de contamination? Ça, la presse fait de moins en moins. Les sachant également les responsables de santé. Vous voyez? Je crois qu'il s'agit plutôt de prendre le sujet froidement et de présenter sans exagération, sans spéculation, le danger qu'il présente. Et non d'apeurer toute l'opinion au degré où même un enfant qui tousse commence à s'inquiéter. Papa, moi, j'ai la toux, je ne sais pas, il faut m'emmener à l'hôpital. On parle de la maladie là, à la télé, est-ce que c'est pas déjà ça? Non, je crois qu'on est plus en train de semer la peur, la panique parmi la population que de l'informer. Donc c'est à ce niveau que je lance quand même une alerte, qu'on s'appesantisse sur la précaution à prendre, sur la manifestation et non d'exagérer avec les chiffres qui parfois sont des fausses alertes. On a lu ici, les gens ont publié qu'il y avait déjà des cas ici, mais malheureusement ça a été démenti. Je crois que c'est des choses qu'il faut voir avec plus
de scientifisme, avec plus de technicité pour ne pas créer les troubles dans les cerveaux, dans les têtes des gens. Alors, vous voudriez donc dire par là que la presse doit faire quand même attention à l'information qu'on doit faire véhiculer à... Oui, la presse doit faire attention, mais sauf que on n'a pas que la presse. Nous avons en réalité la communication. Parce que la presse, c'est des professionnels. Mais aujourd'hui, nous avons des communicateurs. N'importe qui balance un truc sur Internet et tout le monde est paniqué sans vérifier. Il y en a qui ne savent même pas comment vérifier une information dès qu'il a une alerte fausse ou vraie. Ils rebalancent sans vérifier. Et ça a créé les troubles, ça a créé la panique avec une vitesse incroyable. D'accord. Christ Antoine Walembo, vous êtes un politique. Alors, lorsque vous entendez, vous recevez une telle nouvelle, alors comment réagissez-vous en tant que politique? Bon, mais justement, le regard qui sera le mien, c'est celui d'un acteur politique. Et l'acteur politique se tourne vers les gouvernants. C'est pour cela que j'attire l'attention de ceux qui gouvernent, notamment du ministère de la Santé, pour que cette fois-ci au moins, la communication ne soit pas chaotique. Mais il ne s'agit pas de sous-estimer le phénomène et de le considérer seulement comme un buzz des réseaux sociaux. Lorsqu'on voit le volume des échanges entre la Chine, notamment Wuhan, qui est l'épicentre du virus, et le Congo, vous voyez bien que les Congolais vont beaucoup en Chine et beaucoup de Chinois viennent chez nous. Donc ce n'est pas du tout une incantation eschatologique que de vraiment s'intéresser au traitement objectif de cette question. Il y a effectivement un risque majeur si l'on s'en tient aux rapports humains qui existent entre les deux pays. Alors, donc, le politique doit être prudent. Il faut sensibiliser. Il faut déjà mettre des garde-fous. Absolument. Il faut, par exemple, s'interroger si celui qui n'a pas voyagé peut contracter le virus. Il faut également s'intéresser à ceux qui viennent de Chine ou à ceux qui viennent des pays où le virus a été annoncé. Donc, il y a des mesures qui sont des mesures de gouvernance qu'il faudrait justement prendre et qu'il faudrait suffisamment expliquer aux populations pour que celles-ci soient rassurées et pour que la panique ne s'installe pas, puisque vous savez très bien qu'il y a la surenchère dans les réseaux sociaux, et Jimmy venait d'en parler, et il a raison. La seule réponse idoine, c'est celle du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit rassurer. C'est entendu. Alors, Alphonse Ndongo, prévenir le risque de contamination du coronavirus, c'est un impératif. Oui, c'est un impératif, d'autant plus que nous subissons, n'est-ce pas, la loi des médias dominants. Et au-delà, n'est-ce pas, de ce qui est dit, la surenchère médiatique qui est faite, il faut peut-être voir aussi, pourquoi pas, une occasion pour les Occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis et la France. Je vous rappelle que BBC est contrôlé par le Foreign Office, c'est-à-dire c'est l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères, et RFI, France 24 sont également contrôlés par le Quai d'Orsay. N'en parlons pas des États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est une bonne occasion pour mettre la Chine vraiment en difficulté. Qu'est-ce que ça représente? C'est vrai, ça fait mal d'apprendre que 300 personnes sont déjà mortes, mais 300 personnes sur 1,5 milliard de personnes, je pense que ce n'est pas aussi quand même la catastrophe. Et les Chinois ont pris la mesure de la situation, d'autant plus que... Le chiffre est quand même effrayant. Le chiffre est effrayant, on ne refuse pas, c'est vrai, il y a le coronavirus qui sévit, il y a des pays qui en sont atteints, mais aujourd'hui, il faut quand même lire à travers cette surenchère médiatique une occasion aussi, pourquoi pas, d'enfoncer le clou, parce que les conséquences économiques aujourd'hui, toutes les usines sont fermées en Chine. On situe, au dernier chiffre qu'on suivait tout à l'heure, on est à pratiquement 130 milliards, n'est-ce pas, de dollars de pertes. Et d'ailleurs que la Banque centrale chinoise entend ressourcer, n'est-ce pas, certaines banques pour aider les sociétés qui vont être en difficulté. Donc,
je suis tout à fait d'accord que la situation est quand même grave, mais les Chinois ont pris la mesure de la chose en construisant un hôpital en 10 jours, qui est situé dans une petite ville qu'on appelle Wangang. Peut-être que mon chinois n'est pas très bon. C'est dans la province du Hubei. Dans la province du Hubei, donc, dont la ville, n'est-ce pas, le chef-lieu est tout simplement Oran. Donc, ça veut dire que les Chinois ont pris conscience de la situation. C'est là où on va interner tous les cas suspects, tous les malades. Et donc, à notre niveau, moi, je peux regretter que c'est vrai, M. Chris Walembo l'a dit tantôt, mais peut-être il faut donner une précision. Nos échanges commerciaux avec la Chine, en ce qui concerne le petit commerce et même le grand commerce, proviennent de 2 principales villes qui ne sont pas pour l'instant atteintes en Chine. Il s'agit de Canton, c'est-à-dire ce que là on appelle Guangzhou, et puis Shanghai, et peut-être un peu Shenzhen. Donc pour l'instant, dans ces villes, il n'y a pas vraiment encore eu de cas, selon les informations, plusieurs bonnes sources avant que je ne vienne ici au studio. Mais le gouvernement congolais, oui, il fait de son mieux, mais pour moi, c'est insuffisant. Et il y a Madame la ministre de la Santé, qui s'est fendue d'un communiqué pour attirer l'attention n'est-ce pas, des Congolais, de tous ceux qui proviennent des zones à risque, renforcé par le dernier communiqué signé du ministre d'État Claude Alphonse Silou au nom du gouvernement congolais. Alors, ce qui peut moi m'inquiéter, avant que je ne vienne dans ce studio, j'ai pris attache avec des étudiants congolais qui sont rentrés il y a quelques jours et une personne qui est rentrée hier par le vol d'Éthiopienne en provenance de la Chine. Alors, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, dans nos portes d'entrée et de sortie, Maya Maya et Agostino Neto? C'est que c'est juste une prise de température pour le cas d'hier, pour celui qui est venu, et puis quelques produits désinfectants qu'on leur a appliqués, n'est-ce pas, sur les mains, mais on n'a pas d'équipement adéquat, on n'a pas de caméras thermiques, on n'a pas de vidéos flash qu'on utilise dans des aéroports franchement africains. Ça se fait à Nairobi, ça se fait à Addis Abeba. Donc, il faut qu'on aille au-delà des communiqués parce que... Vous voudriez dire que l'État congolais est vraiment vulnérable? Je pense que c'est vulnérable. Vous verrez, je vais prendre un cas de figure. Nommons les choses telles qu'elles sont. À Kinshasa, ils ont déjà localisé un centre où on pourrait mettre des gens en quarantaine. Parce que si vous suivez le communiqué de notre gouvernement, c'est qu'on dit qu'on devrait mettre des malades en quarantaine, des gens qui proviennent des pays à risque, dont notamment la Chine. Mais ceux qui sont arrivés, ils n'ont pas été mis en quarantaine. Ça peut paraître un risque. Je ne vais pas affoler les populations. Mais il y a aussi le fait que même un pays voisin, le Cameroun, je lisais à travers, n'est-ce pas, je suivais dans les médias camerounais tout à l'heure, qu'on va y installer des caméras thermiques et des vidéos flash pour pouvoir détecter, n'est-ce pas, en un temps relativement court, par des moyens de high-tech, n'est-ce pas, si quelqu'un présente a des suspicions, n'est-ce pas, de crise de coronavirus. Donc, en fait, ce que vous dites, justement, le Maroc aussi a vraiment pris des précautions déjà sur ce sujet. Alors, Ernest Dimi, est-ce que vous pensez que le Maroc nous a dévancé déjà et que nous ne sommes pas dans une bonne position? Il faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper. Vous croyez qu'une situation qui alarme le monde entier et où tu entends les pays qui sont presque dans la même situation économique que vous prendre les dessus, prendre le pas sur vous, mais il y a quand même à s'inquiéter aussi, à dire que, comme l'a dit Alphonse, on ne devrait plus être au stade des communiqués. Parce que quand vous arrivez à l'aéroport et que vous voyez que c'est une juste prise de température, vous voyez que c'est insignifiant par rapport aux dispositifs scientifiques qui sont utilisés ou déployés dans les autres pays qui sont parfois dans une situation pas bonne que celle du Congo. En plus, nous parlons ici en termes de déficit de communication institutionnelle. Est-ce qu'un communiqué à ce stade, ça suffit? Vous croyez qu'un communiqué, ça suffit? Voilà. Donc, il faut déployer un vrai système de communication institutionnelle qui rassure les gens, qui présente les risques, qui donne effectivement la mesure qui est prise pour que les Congolais ne soient pas exposés. Maintenant, si le gouvernement, comme on le voit, s'arrête jusqu'à 2 communiqués de la ministre de la Santé et l'autre du ministre du Commerce,
et que quand vous, journalistes, allez aux portes d'entrée, notamment là, à Maya, et que vous constatez que c'est quand même un dispositif qui ne rassure pas trop du point de vue, sans être expert en la matière, mais on sait quand même qu'une prise de température, ça ne représente rien du tout. Ça ne représente rien du tout par rapport à la période d'incubation. Peut avoir, je crois que c'est 2 semaines, 1 ou 2 semaines comme ça. Alors, si on vous pose juste la température alors que vous êtes encore en incubation, vous voyez, il faut trouver le matériel, les dispositifs scientifiques ou médicaux qui vous permettent de savoir, d'avoir quelques signes que la personne est par exemple en incubation, parce que vous prenez la température à Maya, la personne rentre et 2 semaines après, la maladie se déclenche dans la cité. On croira que c'est la fièvre ordinaire, puisque c'est le même signe que la grippe ordinaire presque. Vous voyez, et après? Donc je crois qu'il faut que le gouvernement change la manière de faire. Les communiqués, en réalité, on n'en veut pas. On veut les actes concrets. Je pense bien que certainement par rapport à l'ampleur justement de cette épidémie qui est en train déjà de ravager, abréger des vies humaines, certainement le gouvernement va prendre des précautions nécessaires. Nous avons un autre sujet d'actualité, c'est l'état actuel de la route nationale numéro 2. Alors, sur plus de 33 000 km tronçons partant du village Massa à celui de Inga, en passant par Odiba, Ivouba, on constate une dégradation avancée de la route nationale numéro 2 et de l'érosion des bourbiers qui causent du tort aux automobilistes et autres usagers de la route. Pour pallier les difficultés vécues à ce niveau, le gouvernement, avec l'appui technique de la société China State Construction Engineering Corporation, CSCEC en sigle, est à pied d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et d'élargissement de cette voie. Alors, je demande à la régie justement de nous balancer les 2 reportages pour nous permettre de comprendre ce qui se passe là-bas. La dégradation accélérée de la route nationale numéro 2 entre le tronçon Odiba-Ivouba à l'origine de plusieurs accidents. Un autre véhicule chargé des tonnes de bidons d'huile n'a pas échappé à cette partie de la route, paralysant ainsi la circulation sur place. Cette situation a obligé les automobilistes à forcer le passage. L'état de la voie est très dégradé. Et nous disons là, juste derrière, vous voyez vous-même qu'un camion transporteur de l'huile s'est renversé. Pour la simple raison qu'il y a tellement de toutes ces normes qui causent effectivement une grande difficulté aux camions de circuler librement. Et vraiment, cette situation nous déçoit beaucoup. On est vraiment très dérangés par cette situation-là. Vraiment, nous on souffre, les Congolais, on souffre tous ici parce que le chemin ne tient pas. On a besoin, les véhicules, le foufou, arachide, la tomate, ça ne peut pas passer parce que les trous tellement. Les véhicules tombent. On n'a pas besoin vraiment d'autres choses, mais c'est d'abord arranger là où nous sommes, les Congolais. La voie de Odiba n'est plus bonne. La route nationale numéro 2 n'est plus très bonne. Vraiment, c'est décevant et c'est honteux pour une nation comme le Congo. À bien voir les choses, cette route n'a plus une longue vie. Au fil du temps, la capitale congolaise risque de se couper avec le reste du nord du pays sous le regard des pouvoirs publics. Les populations lancent une fois de plus un cri d'alarme. Et si le gouvernement pouvait se lever, essayer de mettre tout en œuvre pour arranger la nationale 2, je crois que ça va vraiment aider toute la population. En majorité, ceux qui font la route, en allant vers le nord, depuis un certain temps, nous souffrons de cette situation-là, aussi au vu des autorités qui semblent ne rien faire pour nous vraiment. L'appel à lancer, c'est qu'ils doivent prendre soin, refaire cette voie-là. Je pense qu'ils viennent par là, ils connaissent bien la réalité, même sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de critiques sur les réseaux sociaux. On ne devrait même plus parler de ça, parce que partout, ils sont informés de la voie. Ça fait combien de temps? Nous souffrons. Tous les efforts consentis par le gouvernement avec des milliards d'argent investis pour la construction de la route nationale numéro 2 semblent être vains. Cette route nationale mérite une attention particulière et doit être une préoccupation pour le gouvernement malgré la crise, car la marche vers le développement dépend aussi des infrastructures routières.
La détérioration avancée de la route nationale numéro 2, précisément au niveau des localités Massa, Odiba, Ivouba et Tswali, rend chaque jour pénible la vie des automobilistes et autres usagers de cette voie routière. Ces derniers attendent impatiemment la réhabilitation de la route. La route est trop mauvaise parce que la plupart des véhicules ont déjà fait des accidents. Moi aussi, j'avais fait l'accident parce que j'ai vu les machines qui sont en train de travailler. J'ai vraiment l'espoir que non, la route, ça sera vraiment bonne. En ce moment, le billet, c'était 1500, mais aujourd'hui, le billet, c'est 2500. Ça, c'est trop cher. Par rapport à tout ça, c'est à cause de la route. Si la route, là, c'est bon, tous les trucs, là, ça va diminuer. Les doléances récurrentes enregistrées sur les lieux n'ont pas laissé indifférent le gouvernement, représenté ici par le ministre Jean-Jacques Bouya. Son ministère en charge des grands travaux est en action avec la société chinoise CSCEC pour la réhabilitation et l'élargissement de ce tronçon dégradé. Les nids de poules que nous constatons aujourd'hui, avec de fortes saisons de pluie, risquent de devenir des bourbiers aujourd'hui, des pas d'éléphants et de bourbiers par la suite. Et c'est ce qui est arrivé. L'entreprise est à pied d'œuvre. Donc, sur 33 km, il y a à peu près 12 km déjà de traités. Donc, il reste à peu près 20-21 km à traiter. Sur les 20 ou les 21 km, il y a presque 19 bourbiers à traiter. Donc, on peut dire un bourbier par kilomètre. Ce qui n'est pas une mince affaire, mais les travaux se font. Les travaux ont déjà bel et bien commencé ici. Ils vont se poursuivre sur les zones critiques. Ces travaux qui vont s'étendre pour le traitement des bourbiers et érosion dans quelques quartiers de Kintélé et Brazzaville pourront s'achever avant la fin de... Voilà, vous venez de suivre ces deux reportages qu'on vient de vous proposer. Alphonse Ndongo, quelle lecture faites-vous de l'état de cette route? Je me félicite d'avoir d'une chose, c'est que enfin les travaux ont démarré. Et de manière palpable, on voit quand même qu'il y a déjà une bonne partie qui a été asphaltée. Mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'on aurait pu épargner aux usagers toutes ces tracasseries si le gouvernement avait fait preuve d'anticipation. Il y a eu des municipalisations accélérées qui concernaient les départements du Poul, des plateaux et de la cuvette, dont notamment où passe cette route. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'en a pas tenu compte, parce que cette route a été quand même, la Nationale 2 a été construite à la faveur, n'est-ce pas, du premier plan quinquennal au Congo des années 80. Et la route n'avait pas été dimensionnée pour supporter aujourd'hui tous ces poids lourds qui quittent, n'est-ce pas, dans la Sangha, qui quittent avec le bois dans les zones d'Abala, d'Olombo et ainsi de suite. Bon, vous savez que la partie septentrionale est devenue aussi quand même un grand pôle, n'est-ce pas, économique. Et donc, à travers des choses qui viennent, des marchandises qui viennent du Gabon, qui viennent surtout du Cameroun avec des gros camions, dont la route n'avait pas été dimensionnée pour supporter ces poids lourds. Chris Antoine Walembo, il y a eu cri de cœur des habitants, cri de cœur des automobilistes, et le gouvernement descend sur le terrain, collabore avec la société chinoise et reprend les travaux de réhabilitation et d'élargissement de la route nationale numéro 2. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, mais lorsqu'on voit un membre du gouvernement sur le terrain et qui prouve qu'ils accordent un intérêt justement à la vie des populations, ça peut être un motif de satisfaction. Le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème n'est pas là. Je pense qu'on peut s'interroger sur ce qu'on appelle l'entretien routier. Parce qu'un ouvrage a une vie. Il y a même ce qu'on appelle, je pense, une clause décennale qui engage la responsabilité de telle ou telle société dans ce qu'on appelle le contrat d'entreprise. Et donc, il fait obligation à la société qui avait conçu la route à prendre ses responsabilités si elle se dégrade. Donc, il y a véritablement un problème d'entretien routier. Ensuite, il y a un problème de contrôle routier. Mais aussi, on peut se demander si les sociétés à qui ces travaux sont confiés ont vraiment l'expertise qu'il faut. Pourquoi je le dis? Parce que
Dans le pays, il y a bien des routes et des tronçons beaucoup plus vieux, mais qui tiennent encore et qui ne se sont pas dégradés. Alors, comment on peut expliquer que des voies manifestement à construction récente se trouvent dans cet état? Une route a une vie, elle doit être entretenue et il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres, notamment le poids des véhicules qui doivent passer sur cette route-là. Est-ce que cette route a été conçue pour accueillir des tonnages aussi importants? Oui, Chris Antoine Walemo, je pense bien qu'on va revenir vers vous. Alors Ernest Dimi, vous étiez sur le terrain, vous avez certainement écrit un article dessus. Alors, comment vous analysez un peu la situation? Bon, je crois qu'au stade actuel, le problème, ce n'est plus l'analyse. La réalité est là. On sait tous que, à moins que vous n'ayez pas des amis, des parents, des connaissances de ce côté, vous imaginez que pour quelques kilos de patates qui m'ont été envoyés de Ouesso, achetés là-bas à 1000 francs, et que j'ai perdu ici pratiquement 10 000 francs de transport parce que les véhicules qui transportaient ces kilos de patates n'est jamais arrivé tel que prévu. Donc, à chaque fois après le boulot, tu prends un taxi, tu vas demander non, le véhicule est en route et ça va arriver. Quand ça arrive, heureusement que c'était des tubercules de patates. Bon, c'était encore plus ou moins comme ça. Donc, la désolation, elle est là, la réalité, elle est là. Maintenant, quelques motifs de satisfaction, on peut le dire, mais je crois que c'est vrai, j'étais sur le terrain. Le ministre Bouya a dit que quand il y avait le financement requis d'un trait, on a mis en branle les entreprises, l'entreprise, pour travailler, aménager et bitumer toute la route nationale Brazzaville-Pointe-Noire, quand il y avait le financement requis. Or, il s'avère que pour ce cas-ci, la conjoncture étant difficile, alors, selon l'expression du ministre Bouya, le gouvernement va avaler par morceaux. Il a parlé de 5 ou 6 modules. Alors, ils ont commencé par le plus difficile, là où il y aurait des bourbiers, là où il y avait des bourbiers, parfois de 1 mètre de profondeur. Et l'essentiel est fait, et que cette fois-ci, le PCR, ce qu'il appelle de grave bitume, est de 12 cm, et encore une couche de 5 cm, et que cette fois-ci, c'était définitif. On suppose. Mais nous voulons plutôt dire notre crainte, et nous l'avons exprimé hier en posant la question au ministre Bouya, nous l'avons exprimé, est-ce que en faisant comme ça, on ne va pas laisser le temps encore à l'ouvrage de se dégrader de plus, quand nous ne faisons d'abord que sur peut-être le 4, parce qu'il s'agit quand même du tronçon Brazzaville au Wando. Alors, quand nous faisons 33 km, parce que c'est la partie la plus difficile, oui, mais pendant qu'on va finir là-bas, à l'horizon de la prochaine saison sèche, selon ses propres termes, est-ce que d'autres tronçons ne seront pas plus dégradés pour qu'on soit dans une situation d'éternel recommencement? C'était là la question. Oui. Mais il s'avère que le gouvernement devrait faire un effort pour que, en avalant par morceaux, qu'il parte progressivement et qu'il réalise ce qu'ils appellent la dorsale Pointe-Noire. Oui. Bien, j'espère que ça va se vérifier sur le terrain, et certainement avec le temps. Donc, nous allons marquer une courte pause et on va revenir pour la dernière partie de cette émission.